Et nous voulons continuer à l'UPOPOB à jouer notre rôle, qui est celui d'éveilleur, d'accrocheur et parfois même d'emmerdeur. On a vu ça l'an dernier. Et tout ça, c'est pour que vous ne deveniez pas totalement macronisé, barniérisé. Vous savez que Barnier, ça vient de l'ancien français qui veut dire berner. Et berner, c'est un verbe tiré du breton qui veut dire battre le blé. Voilà, c'est intéressant si vous avez à placer ça dans une conversation. Alors, nous espérons que nos conférences donc, vous permettront de séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, étant donné cette grêle d'infos, de nouvelles, d'idées qui nous tombent dessus. Et je me demandais même si le réchauffement climatique ne serait pas lui aussi produit par toutes ces infox qui nous tombent dessus. Alors, vous savez que les infox, les réseaux sociaux nous transmettent énormément de choses et que les serveurs sont en pleine chauffaison et c'est pour ça qu'on les met dans les pays froids. Mais le contenu aussi, ça chauffe les esprits. Et c'est à là que je voulais en venir. Il faut donc continuer à penser, à peser, à comparer, à digérer, et nous devons alimenter la réflexion pour élaborer une pensée originale, une pensée différente et une pensée nécessaire. Nous cherchons donc à décrypter tout ce qui nous tombe dessus, le bon et le mauvais. Merci, Monsieur Vineau. Nous faisons donc, c'est ce qui m'était venu à l'esprit, un travail de psychiatre. Voilà, nous faisons de la psychiatrie sociale, de la psychiatrie scientifique, politique même. Excusez d'avoir utilisé ce mot-là. Il y en a qui ne l'aiment pas, vous savez. Et nous sommes un peu, vous avez entendu parler du physicien Planck, qui a inventé, enfin qui a créé la théorie des quanta. Donc nous sommes un peu comme les physiciens quantiques qui nous disent que notre perception du monde est totalement erronée et que le sens commun est contre-intuitif. Quand on sait ça, on est forcé de rejouer la pièce pour voir si on ne l'a pas dénaturée. Et tout cela pour vous dire que toutes les idées rapportées aussi bien par M. Gérard Mordillat que va présenter tout à l'heure Gisèle Manaval, notre présidente, que Gérard Mordillat et que tous les gens que vous avez vus défiler tout à l'heure sur l'écran sont là pour vous aider à digérer le monde et à le ruminer. Mais il ne produit pas du méthane comme nos vaches. Vous produirez, en les écoutant, de la réflexion, de l'idée neuve, de la pensée conceptuelle et efficace. Et étant donné toutes ces belles choses qui vous attendent pour la saison 24-25, dont je vais vous donner les noms très rapidement, je vous remercie de votre attention. Alors, je vous indique donc rapidement les conférences qu'il ne faut louper, rater sous aucun prétexte. Alors, jeudi, ici même, jeudi, nous avons Pierre Ouzoulias, qui est vice-président du Sénat, qui vient nous parler d'une famille sancéenne, c'est-à-dire de Saint-Julien, pour ceux qui ne savent pas, les Romagons Ouzoulias, famille de résistants héroïques et dans lequel certains ont été fusillés. Le 8 octobre, avec le MRAP, nous faisons venir Fabrice Rissepouti, historien, qui nous parlera du massacre des Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. Et le responsable de cette tuerie, c'est le sinistre Papon, collabo notoire,
recyclé tueur d'Algériens et de cégétistes au métro Charonne en 1962, si vous vous souvenez. Le mardi 29 octobre, toujours le mardi, bien sûr, c'est Christophe Lim, président du Conseil d'orientation de France Public Eau, et Stéphane Gillis, ça sera une conférence à 2 voix, qui est directeur du syndicat des eaux dans l'Aube. Et ça sera donc une belle leçon de choses sur l'eau. Le titre, c'est « L'eau, un bien public à préserver ». Le mardi 12 novembre, c'est la séance annuelle d'Aubéane, notre très fidèle mutuelle. Et donc, qui va, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'ESS, elle va nous présenter Pierre-Michel Perrineau, qui est un docteur, président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Donc le titre, c'est Santé et environnement. Et en fin d'année, nous aurons Stéphane Bonnery de la Fondation Gabriel Péri, qui est professeur à Paris 8 et qui est spécialiste des sciences de l'éducation. Puis en 2025, nous aurons René Gramont, Daniel Tartakovsky, le grand, le sublime Jean-Pierre Siméon. Rappelez-vous, il était venu il y a une dizaine d'années ici, et à la fin de sa conférence, toute la salle s'était levée comme un seul homme pour l'applaudir. Ça nous avait impressionnés. Il y aura de la poésie aussi à l'expression libre. Et pour finir l'année, il y aura encore d'autres conférences que nous préparons. Il y aura aussi le sympathique, le formidable, on va le dire, allez, le formidable Vincenzo Celiberti, directeur du centre de Tautavel, qui vous parlera des pré-néandertaliens, c'est-à-dire les gens que vous étiez dans votre jeunesse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Gisèle. Oui, bonsoir. Alors, c'est moi qui dois vous présenter Gérard Mordillat, que vous connaissez sans doute très bien, parce qu'il a une production très foisonnante, aussi bien dans les productions de documentaires, de films, de romans, d'essais et même de collaborations, par exemple là, avec une bande dessinée, pour une bande dessinée, qui est sur ce sujet-là d'ailleurs. Alors, ce sujet-là, Les Exaltés, qui traite donc de la confrontation Münzer-Luther, au début du XVIe siècle, c'est un sujet qui tient à cœur depuis longtemps à Gérard Mordillat, puisqu'il avait rencontré déjà ce dont on a parlé, il avait rencontré Roberto Rossellini à la Cinémathèque française il y a très très longtemps, puisque Roberto Rossellini est mort en 1977. Et donc Roberto Rossellini avait été aussi enthousiasmé par ce projet, qui était donc de mettre sous forme de film cette histoire de Luther et de Münzer. Alors, en général, les sujets abordés sont des sujets, par Gérard Mordillat, sont des sujets qui nous parlent de manière contemporaine. Ce n'est pas pour le plaisir de parler simplement de quelque chose qui resterait simplement un sujet historique. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris deux citations du roman. Oui, c'est... Alors, si, ça va, je cherche juste, voilà, c'est ça. Luther qui dit, Frédéric qui dit, donner l'argent aux pauvres, on met le monde à l'envers avec de telles mesures, c'est diabolique. Le mot est important, diabolique. Que les pauvres soient pauvres, c'est normal, et Jésus lui-même l'a dit, il y en aura toujours. Donc ça, je ne sais pas où il a piqué ça, mais qu'ils pillent, oui, mais ça dépend de quelle traduction. Alors, qu'ils pillent les couvents si ça leur chante, mais qu'ils me rapportent le butin.
il se pencha vers Luther. « Sais-tu que les 2/3 des terres allemandes appartiennent à l'Église ? Je vais faire tout saisir, l'argent, les champs, les bâtiments, tout, c'est à moi, à personne d'autre. Je ne laisserai pas des excités comme ton Munzer les distribuer à des gueux. Et tu peux m'aider, frère Martin, donc c'est Luther, parce que pour faire cela, il me faut une bonne raison bien chrétienne. » Voilà, donc le sujet, c'est effectivement cette guerre des paysans en fond, mais c'est aussi le problème de la pauvreté et du traitement de la pauvreté, à la fois par l'Église, par le politique. Donc c'est un sujet qui ne peut que nous intéresser. Entre autres, il y a bien sûr d'autres sujets à l'intérieur de ce livre qui est vraiment foisonnant. Donc je vais laisser la parole, évidemment, à Gérard Mordillat. Oui, non, je crois que j'ai un micro. Bonsoir, j'ai un micro qui marche tout seul. Non, ça marche, ça fonctionne, très bien. Si, oui, non ? Je vais prendre l'autre alors. Si celui-là fonctionne, ça va très bien. Non, aucun problème. Ah, peut-être que j'ai pas... Alors... Un, deux, trois. Non, je vais prendre avec celui-là, ne vous inquiétez pas. Si, c'est on vous Alors là, oui. Non, je refais un essai. Non. Bon. Écoutez, je vais faire avec celui-là, ça ira très bien. Allez. Hop. On m'enlève le Madonna, ça s'appelle un Madonna, ce type de micro. Bonsoir, écoutez, ça me fait plaisir de vous rencontrer et de vous voir si nombreux. C'est vrai que cette histoire a commencé pour moi il y a très très longtemps. Ça a commencé par la lecture d'un livre de Engels qui s'appelle « La guerre des paysans en Allemagne au XVIe siècle », qui m'avait beaucoup impressionné, et surtout un chapitre qui même parfois était tiré à part, qui était le rôle de la violence dans l'histoire. Et j'avais lu ça, et j'en parle à Geneviève Serrault, qui était la secrétaire de rédaction de la revue Les Lettres Nouvelles, que dirigeait Maurice Nadeau. Et Geneviève me dit « Mais il faut que tu lises Thomas Munzer, théologien de la Révolution, de Ernst Bloch, qui est un philosophe et un historien allemand. » Je lis ça aussi, et les deux livres m'enthousiasment et surtout me font toucher du doigt une chose qui, sans le savoir, allait finalement diriger tous les travaux que je ferai depuis le début. Ce qui était très important, c'était de se rendre compte qu'à partir du moment où Luther traduit la Bible hébraïque et le Nouveau Testament en allemand, et où des prêtres comme Thomas Munzer, comme Karlstadt, comme Pfeiffer, etc., se mettent à prêcher en allemand, tout change. Parce que jusqu'alors, les gens entendaient ces textes, mais en latin. Or, les paysans allemands au XVIe siècle, le latin, ça devait leur passer largement au-dessus de la tête. Et là, soudain, ils comprennent. Et ça change tout, parce que le discours religieux devient le vecteur du discours politique. Vous allez comprendre, c'est facile. Luther, dans une église, prêche sur tel passage du Nouveau Testament, et tous ses auditeurs comprennent que, bien qu'il fasse un commentaire de Matthieu ou de Luc, il est en train de parler de la situation actuelle de l'Allemagne, et que les paraboles du Nouveau Testament s'appliquent très directement à ce qu'ils sont en train de vivre. Dans une autre église, Munzer prêche sur les psaumes ou sur le livre de Daniel qu'il chérissait particulièrement, et tout le monde comprend qu'il tient une position absolument antagoniste à celle de Luther. Apparemment, ce sont deux exégètes qui se disputent sur la lecture des textes. En réalité, ce sont deux responsables politiques qui s'opposent sur une lecture de l'histoire. Et ça, je trouvais ça absolument extraordinaire. Et je vous refais la genèse de tout cela.
je raconte ça à la Cinémathèque, où j'étais très assidu à la Cinémathèque, et la caissière, enfin celle qui tenait la caisse, parce que quand on dit la caissière, on imagine une dame qui tenait la caisse, c'était beaucoup plus que ça. C'est une grande cinéphile qui s'appelait Slanska, qui me dit, mais il faut en parler à Roberto. Et Roberto, c'était Roberto Rossellini, qui venait présenter son film sur Pascal. Donc elle me présente à Rossellini. Je ne vois pas le film et nous passons l'heure et demie de la projection à discuter de cette histoire. Et plus tard, dans une lettre, François Truffaut dira qu'il a été pendant 3 ans l'assistant de Rossellini sans jamais faire un film avec lui, et que Mordillat était pendant 3 ans le scénariste de Rossellini sans jamais faire un film avec lui. Tout simplement parce que Rossellini, qui avait une immense réputation artistique, intellectuelle, etc., ne valait plus rien sur le plan des investisseurs. Il n'avait jamais fait un film qui ait gagné de l'argent. Donc personne ne voulait miser 1 centime, 1 lire, 1 dollar sur Rossellini. Mais ce travail m'avait amené à lire des choses que je n'avais jamais lues, surtout grâce à Geneviève Serrault, qui était non seulement une romancière, la première traductrice de Brecht, et qui était fille de pasteur. Et c'est elle qui va me faire lire le Nouveau Testament, c'est elle qui va me guider dans les lectures bibliques. Et voilà, et donc j'ai continué de lire et de travailler sur ces questions. Et lorsqu'avec Jérôme Prieur, nous nous sommes lancés dans les séries sur la littérature chrétienne, Corpus Christi, l'origine du christianisme, l'Apocalypse, au fond, j'avais cet acquis-là et cette chose qui était toujours en moi et qui me permettait de comprendre, finalement, de soutenir au moins la conversation avec les chercheurs que nous rencontrions. Puis, en réfléchissant, j'ai là aussi tenté de prendre le relais de Rossellini en proposant notamment aux télévisions de faire une série à partir de cette histoire. Je n'ai eu que des refus et bon, je suis passé par une autre voie et nous avons fait cet album en bande dessinée qui raconte l'histoire. Mais là, il s'est à nouveau passé quelque chose à la fois de difficile, c'est que les éditions Futuropolis ont pris les devants à cause de l'augmentation du prix du papier. Ce qui fait qu'on a pu faire un album que de 120 pages, alors qu'on était parti pour faire ce qu'ils appellent un roman graphique qui en aurait fait plus de 200. Donc j'en étais là, et c'est à ce moment-là, pardonnez-moi, j'ai été un peu long, que j'ai décidé d'écrire cette histoire qui venait du plus profond de ma propre histoire, sous forme romanesque, parce que c'est une histoire formidable. Qu'est-ce qui se passe ? On est Léon X a été élu pape, et il n'a qu'une ambition, c'est de construire Saint-Pierre de Rome avant de mourir. Simplement, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Bramante, qui était l'architecte désigné pour construire, est mort. Il a été remplacé par un cousin, par Raphaël, le peintre Raphaël. Et Raphaël est devant, non pas un champ de ruines, mais un terrain vague. Rien n'a été construit. Des matériaux ont été apportés, mais rien n'a été commencé. Il n'y a pas d'argent. Pour trouver de l'argent, le pape, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va autoriser un prince allemand, Albert de Brandebourg, qui veut être archevêque de Mayence, à acheter la charge d'archevêque. Très très cher, puisqu'à ce moment-là, toutes ces charges, que vous soyez cardinal, évêque, archevêque, s'achetaient tout simplement. Il n'y avait pas d'autre question que ça. Et donc, Albert de Brandebourg vient avec le banquier Fougueur, qui était l'homme le plus riche du monde à cette époque-là, celui qui avait d'ailleurs soutenu et facilité l'élection de Charles Quint à la tête de l'Empire. Et on vend l'archevêché de Mayence. La somme est astronomique pour l'époque. Comment le banquier va-t-il se rembourser ? Eh bien, le pape va l'autoriser, et autoriser Albert de Brandebourg à lever et à prêcher des indulgences. Les indulgences, c'est une invention formidable de l'Église catholique. Ce sont des lettres de l'Église qui, contre monnaie, sonnante et trébuchante, vous dispensent d'un certain nombre d'années de purgatoire.
vous, mais aussi vos descendants, vos ascendants, etc. Et les textes des indulgences, c'est une chose extraordinaire à lire parce que c'est extrêmement cru, détaillé et tarifé. Quand on lit certains textes, on se dit que l'œuvre du marquis de Sade est une œuvre pour enfants. Parce qu'on ne se cachait pas derrière les mots. Sans vouloir choquer personne, par exemple, il y a le tarif si vous sodomisez votre sœur, si vous sodomisez votre fille, si vous sodomisez un prêtre, alors ça c'est le plus cher de tout, mais c'est dit aussi crûment. Alors il y a aussi la zoophilie, la coprophagie, enfin tout y passe. Et donc on envoie en Allemagne un dominicain qui s'appelle Tetzel pour prêcher l'indulgence. Mais comme le pape n'a pas du tout confiance ni dans les Allemands ni dans les dominicains, il va mandater un élève de Raphaël, qui s'appelle Luca Ponti, qui va être le narrateur de cette histoire. Pourquoi il envoie Luca Ponti? Parce que pour le malheur de ce jeune homme qui veut être peintre, il parle allemand. Et donc, on l'envoie. Et Luca Ponti quitte Rome, quitte sa mère, et le voici parti en Allemagne, qui est un pays à ce moment-là très noir, où il y a une misère extravagante. Et il arrive à Wittenberg, où il y a une université dans laquelle enseigne un moine qui s'appelle Luther, un prêtre qui s'appelle Luther. Et Tetzel prêche l'indulgence. Pour vous donner un exemple, par exemple, Tetzel dit que si vous aviez violé la Vierge Marie, l'indulgence, vous payez et ça vous dispense de X années de purgatoire. Donc évidemment, Luther est absolument scandalisé par cette histoire et il va retourner dans son couvent et il va écrire 95 thèses contre les indulgences. Alors, quand on dit 95 thèses, ce n'est pas les thèses comme aujourd'hui où on empile 150 pages de choses copiées-collées. Non, non, c'est des phrases qui s'en prennent très précisément au pape, à l'Église, au privilège de la papauté et à cette arrogance suprême qui fait que le pape s'alloue le droit de laver des péchés que seul Dieu serait capable de laver. Et Luther plaque ça, le texte, sur les portes de son église à Wittenberg, et il écrit ça en latin. Mais ses étudiants, et dans le roman Luca Ponti, vont le traduire en allemand, et là il va y avoir une deuxième chose. La première chose très importante, c'est l'histoire de la langue, et la deuxième chose très importante, c'est le développement, l'invention de l'imprimerie. Donc les élèves de Luther et Luca Ponti traduisent en allemand courant et font imprimer le texte. Et les thèses de Luther seront le premier texte imprimé en allemand, écrit en allemand. Et en très peu de temps, ça devient ce qu'on appellerait aujourd'hui un best-seller. Ça se répand partout en Allemagne et ça va évidemment beaucoup plus loin. Ça va dans les pays du Nord, ça monte en Angleterre, ça arrive en France aussi via la Lorraine et l'Alsace, etc. Ça devient une chose qui va mettre le feu à tous ces pays. Pourquoi? Parce que Luther conteste l'autorité du pape et conteste l'autorité de l'Église. À ce moment-là, notamment en Allemagne, la plupart de ceux qui y vivent sont des serfs. Le servage est absolument généralisé et les gens sont dans une misère épouvantable. Ils sont évidemment largement exploités par les seigneurs, mais aussi exploités, et on peut dire rançonnés par l'Église. Il y a des dîmes pour tout. Si vous vous mariez, il faut payer. Si vous voulez consommer le soir même, c'est plus cher. Bref, il y a ça, et les monastères, les couvents, l'Église en général vit très richement, alors que le reste de la population vit très pauvrement. En entendant ce que dit Luther, parce qu'on leur lit, et la plupart sont absolument illettrés, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que le pape, en réalité, n'a pas d'autorité
et que l'Église est simplement un instrument de coercition pour les ramener sans cesse à la condition la plus basse. Et dans ce cadre-là, un autre prêtre, Thomas Müntzer, entend et lit ce qu'écrivait Luther, et pour lui, c'est une révélation parce qu'il pense exactement la même chose. Il pense que c'était exactement ça, qu'on ne peut plus supporter ni le poids de l'Église, ni le poids de la papauté, et qu'il faut réformer tout cela, revenir à une définition primaire de ce qu'était la communauté chrétienne des origines, notamment ce qu'on appelle l'Église de Jérusalem, c'est-à-dire la première communauté juive après la mort de Jésus, dirigée par Jacques, le frère de Jésus, où le partage des biens était la règle absolue. Donc, Müntzer, en entendant ça, pense qu'il faut absolument, et sans délai, qu'il voit Luther et qu'il s'associe à cette chose-là. Et Luca Ponti, qui connaît Luther puisqu'il l'a rencontré à Wittenberg, va organiser la rencontre entre Luther et Müntzer. Ces deux hommes, en réalité, ont tout pour se comprendre. Ils ont la même foi, ils ont la même culture, ils ont la même pratique, etc. C'est pas si évident que ça, mais en même temps, au départ, ça devrait aller. Sauf qu'il y a, dans leur première rencontre, une sorte de petite fêlure à peine visible, puisqu'ils se trouvent dans une auberge. Ils se rencontrent dans une auberge, et qu'il y a là quelque chose qui devrait alerter d'ailleurs Müntzer. Luther était un très gros mangeur, on peut même dire un goinfre. Il mangeait énormément. Et il suffit de regarder les 15 peut-être portraits qu'a fait de lui Luca Cranach, qui était son ami le plus proche, pour voir entre le premier dessin qu'il fait de lui quand il est encore moine jusqu'au dernier, où c'est réellement, on dirait Henri VIII, il devait faire 120 kilos. C'était extraordinaire. Il mangeait beaucoup, je vous dirai peut-être tout à l'heure pourquoi il mangeait beaucoup. Et Müntzer, au contraire, s'est donné comme règle de ne pas manger plus que ce que mangeaient les plus pauvres. Donc on a un face-à-face entre un goinfre et un ascète. À part ça, ils sont d'accord, cette fissure va devenir une fêlure, puis une cassure, puis une fracture, puis un gouffre, puis une chose absolument irréconciliable. Parce que les textes de Luther ont mis le feu au pays. Les gens se sont mis à piller les couvents, à piller les monastères, à tuer les prêtres. Et puis surtout, ça a libéré énormément de femmes des couvents, puisque beaucoup étaient dans les couvents pour des raisons, soit pour survivre, soit parce qu'ils avaient été placés là, soit parce que... Bref, mais très peu. Et les conditions, là aussi, dans les couvents, étaient extrêmement dures. Dans le livre, à un moment, je cite une chose de la réglementation des femmes dans ces couvents, et notamment sur celles qui voulaient en sortir ou qui voulaient rompre leurs vœux. C'était terrifiant. Bref, beaucoup s'en vont. Et parmi celles qui s'en vont, il y en a une qui s'appelle Ottilie Gersen, qui va devenir la femme de Müntzer. Elle part d'un couvent bénédictin. La chose intéressante, c'est qu'un peu plus tard, une autre nonne s'échappera d'un couvent bénédictin et deviendra la femme de Luther. Donc ces deux femmes, qui vont jouer un rôle important dans l'histoire, ont la même origine. Donc il y a cet embrasement général, il y a le feu partout. Il y a une histoire magnifique qui est que un jour, Lucas et les étudiants, un dimanche, vont voir Müntzer qui est loin de Wittenberg, et pour le rejoindre, ils traversent une forêt et des champs, et ils voient là des serfs en train de travailler un dimanche. Donc, ils se demandent pourquoi. C'est le jour du Seigneur, on ne doit pas travailler. Et ils interrogent les paysans, et les paysans disent nous sommes là en train de cueillir des jonquilles et de ramasser des escargots pour que la femme du Seigneur et ses dames puissent se faire des colliers. Bon, et ils continuent. Les paysans qui font ça, une fois qu'ils auront fait leur corvée, puisqu'il n'y a pas d'autre nom, vont au village voisin. Et on leur dit, mais qu'est-ce que vous faisiez
un dimanche, au lieu de consacrer au Seigneur, on ramassait des jonquilles et des coquilles d'escargot parce que le Seigneur voulait faire, la femme du Seigneur voulait faire des colliers pour elle et pour ses dames. Bref, 8 jours plus tard, l'armée paysanne comptait 40 000 personnes. Ça avait fait ça. Et donc, Munzer va se trouver être non pas le chef, parce que c'est pas du tout c'est ni un chef, ni un général, ni un stratège, c'est un prophète. Il va sentir que dans ce mouvement-là, quelque chose est en train de se modifier complètement dans la perception du monde. Luther, de son côté, lui, il est à la fois très courageux, parce que ce qu'il a écrit contre la papauté et contre le pape met sa vie en danger, réellement. On lui envoie des émissaires de Rome, il refuse de se renier, et donc sa vie est en danger. Donc il va se mettre sous la protection des princes allemands, et surtout de Frédéric II, qui est le prince électeur, qui est le plus important d'entre eux. Et de fait, à la fois pour se protéger, mais pour pouvoir continuer, il va devenir finalement le théoricien et le porte-parole des princes. Donc il va y avoir une opposition très forte entre les princes et les paysans, parce que les uns comme les autres sont contre la papauté et contre l'Église, mais pour des raisons très différentes. Les princes, comme Gisèle a lu l'extrait tout à l'heure, et Frédéric en particulier, voilà une occasion unique de saisir tous les biens de l'Église et de les accaparer. Les paysans, entendant Munzer, au fond, ont une sorte de vision de ce que serait une communauté où soudain il y aurait une égalité entre les personnes et où l'on partagerait les biens et où plus personne ne souffrirait ni du froid ni de la faim. C'est ça ce que Munzer a en tête. Alors Engels voyait là dans cette action, dans cette façon de penser le monde, quelque chose qui serait une sorte de première marque de père fondateur du communisme. Mais ce communisme-là, il est présent dans le texte du Nouveau Testament, dans les deux premiers chapitres des Actes des Apôtres. C'est exactement la situation de la communauté qui est réunie. Donc il y a une opposition sur la structure de la société et sur les buts de la société. Et ça va amener cette guerre des paysans contre les mains. Juste, je fais un petit passage pour donner aussi un personnage. Donc il y a Luther, il y a Munzer, il y a les deux femmes dont on reviendra tout à l'heure, Katharina von Borath du côté de Luther, Ottilie Gersen du côté de Munzer. Puis il y a un autre personnage qui est important dans cette histoire, qu'on ne voit que de temps en temps, parce que Luca Ponti, qui a été envoyé par le pape, lui envoie régulièrement des rapports sur ce qui se passe. Non seulement des rapports, mais en même temps, il dessine, puisqu'il est un peintre. Il dessine les personnages pour que le pape puisse les voir. Mais en réalité, Léon X, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Parce que Léon X, il a été élu pape alors qu'il n'était pas prêtre. Donc il a fallu, en 8 jours, très rapidement, le faire prêtre, évêque et enfin pape. Voilà. Mais Léon X est un pape, pas comme les papes d'aujourd'hui, où l'on nomme pape des vieillards qui sont... Non, Léon X a femme, enfant, maîtresse, giton. Enfin, c'est un pape normal, quoi, comme ils étaient tous à l'époque, que ça soit aussi bien Borgia que les successeurs, etc. Et puis surtout, Léon X est un lettré, il a beaucoup voyagé. C'est un hébraïsant, et d'ailleurs il soutiendra les travaux de traduction de la Bible hébraïque en italien. C'est un personnage réellement de la Renaissance. Et au départ, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ça va finir par l'intéresser parce que l'action de Luther, alors au-delà des aspects théologiques, qui ça à mon avis ne sont pas d'un grand poids, surtout ça le prive de revenus puisqu'on arrête de vendre des indulgences. Et donc il faut construire Saint-Pierre de Rome et il n'y a plus de retour. Alors quand on s'attaque au coffre-fort, ça change tout. Mais là on va voir quelque chose d'absolument inattendu, c'est que
alors qu'on pourrait s'attendre à voir naître une guerre de religion, les princes catholiques contre les princes, disons, protestants, même si à l'époque ils ne se définissent pas comme tels. Mais ça, or, pas du tout. Les princes protestants et les princes catholiques vont s'allier pour une raison fondamentale qui est de maintenir le système féodal. Et ils vont trouver face à eux une armée de paysans, d'ouvriers, d'artisans, etc. Et d'un côté, une armée structurée. Bien sûr, ça finira mal. Donc, voilà l'histoire que je raconte. Et les personnages sont, sur le plan romanesque, mais aussi sur le plan historique, et je suis absolument convaincu, comme Éric De Luca, que la fiction est plus généreuse que l'histoire et souvent beaucoup plus exacte. Alors, d'un côté, il y a Luther, qui est ce personnage totalement double, qui à la fois est réellement un génie. Ses traductions de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament vont fonder la langue allemande. Vraiment, vont fonder la langue allemande, de même que Dante va fonder l'italien avec la Divine Comédie. De ce côté-là, et son œuvre théologique est très grande et très importante, ce côté-là, c'est un génie. Puis de l'autre côté, c'est le pire des hommes, parce que d'abord, il se considère comme étant le seul à exprimer la parole de Dieu, à être le seul représentant de Dieu sur la terre, et tous ceux qui sont en désaccord avec lui sont par nature des êtres diaboliques. Alors, bien sûr, il écrira des diatribes contre les paysans qui sont terribles, contre les juifs qui sont terribles. Karl Jaspers, le philosophe allemand, disait de Luther, tout le programme de Hitler est là. Et c'est vrai, il est là, il n'y a pas autre chose. Donc, personnage double, personnage là, et puis d'un rapport assez étrange avec les gens, parce que notamment il se marie tardivement, tout simplement pour provoquer le diable, pour montrer au diable que c'est lui qui... Il n'y a pas de question ni d'amour, ni de quoi que ce soit. C'est toujours dans un rapport au diable. Car la grande obsession de Luther, c'est le diable. Il est partout. Et ceux qui sont en désaccord avec lui sont forcément diaboliques. Ça, c'est le personnage de Luther. Le personnage de Münzer est de toute autre nature. D'abord, il vient vraiment de la plus grande misère. Son père a été pendu par un duc parce qu'il ramassait du bois mort dans la forêt. Il ne coupait pas du bois, il ramassait du bois mort. Il a été pendu, sa mère a été violée et violentée par des soldats, et lui a été miraculeusement sauvé par des frères qu'il appelle, qui l'ont pris sous son aile et qui lui ont donné une éducation. Et c'est un lecteur absolument incroyable, et il est devenu réellement un grand intellectuel et un grand lecteur des textes fondateurs du christianisme. C'est un personnage tout à fait différent. Donc lui, c'est au fond normal qu'il se solidarise immédiatement avec les plus pauvres. Il vient de là. Ils sont comme lui. Et donc il va. Et maintenant, je veux dire quelques mots sur les femmes, parce que c'est une des perspectives actuelles de la recherche historique en Allemagne. En tout cas, une partie de cette recherche a été d'essayer de réévaluer le rôle des femmes dans cette affaire, que ce soit la femme de Luther que celle de Münzer. Parce que les deux sont des nonnes défroquées, les deux sont des bénédictines, donc vraisemblablement les deux savaient lire et écrire. Et donc il faut voir, c'est impensable qu'elles étaient en dehors de cette affaire alors qu'elles y ont été si étroitement mêlées. Alors il y a des documents très intéressants, c'est que Luther, qui mangeait beaucoup, qui tenait table ouverte, ses propos ont été recueillis par ses élèves, ses admirateurs, ses épigones, et on connaît, il y a 2 tomes très importants de propos de table. Et dans ces propos de table, on voit qu'une ou 2 fois, sa femme, Katharina von Borath, non pas contredit Luther, parce qu'elle aurait été immédiatement transformée en suppôt du diable, mais en tout cas modère ou nuance certains de ses propos. Ça, c'est une partie. Et du côté de Münzer, Ottilie Gersen,
là aussi, une historienne a essayé de chercher de façon très précise, dans le rituel qu'a établi Munzer pour le mariage, ce qui pouvait être très directement quelque chose qui viendrait aussi des rituels tels que les bénédictines les définissaient. Donc de réévaluer cette place-là. Et dans le livre, dans le roman, moi j'ai beaucoup insisté sur ça, sur cette histoire, sur essayer de redonner aux femmes une place que l'histoire leur dénie. Et puis un dernier point avant de vous passer la parole, il y a aussi dans le roman quelque chose qui a trait à la peinture. Parce qu'au départ, il y a Raphaël, et Luca Ponti est un élève de Raphaël, et d'ailleurs, il a même servi de modèle à Raphaël pour une toile, d'accord. Et puis quand il va arriver à Wittenberg et qu'il va rencontrer Luther, comment il rencontre Luther ? Tout simplement parce que Luther est en train de suivre le prêche de Tetzel sur les indulgences, et Luca en profite pour faire un portrait de lui. Et Luther s'aperçoit qu'on est en train de le dessiner. Et ils font connaissance comme ça, et il se trouve que Luther a pour ami très proche Luca Cranach. Et comme il ne sait pas trop quoi faire de ce Luca Ponti, il l'emmène chez Luca Cranach. Et Cranach accueille Luca avec plaisir parce que c'est un élève de Raphaël. Raphaël est une immense réputation, et surtout, Cranach va pouvoir apprendre à travers Luca comment travaille Raphaël. Parce que Raphaël, c'est Hollywood. Raphaël, c'est un atelier de 50 personnes. Et c'est très difficile aujourd'hui, pour la critique picturale, de déterminer dans l'étoile de Raphaël ce qui appartient à Raphaël. Parce qu'ils tous travaillaient. Il y avait ceux qui faisaient les costumes, ceux qui faisaient les accessoires, ceux qui faisaient les bijoux, ceux qui faisaient les paysages, etc., etc. Alors, bien sûr, il y a des choses que l'on reconnaît qui sont absolument de Raphaël, comme les portraits de ses amis, qui sont d'ailleurs ses plus belles toiles. Et puis, dans les chambres qu'il va faire au Vatican, où il va se représenter lui-même sur un ruban qu'il a autour du bras, il indique que c'est Raphaël qui l'a fait, parce que tout le monde pourrait penser que c'est Michel-Ange, parce que c'est très inspiré de Michel-Ange. Bref, il y a cette histoire-là. Puis il y a l'histoire avec Cranach. Comment ils vont travailler ensemble. Et Cranach, qui est donc cet ami intime de Luther, va naturellement soutenir Luther et soutenir le parti. D'ailleurs, je fais juste un aparté, mais Luther va écrire des pamphlets contre le pape illustrés par Cranach. Charlie Hebdo à côté sont des enfants de cœur, parce qu'on voit dans les dessins de Cranach Luther et Cranach en train de chier sur le pape, en train de lui pisser dessus, c'est là aussi toujours ce truc très scatologique qui est dans les discours de Luther, enfin dessiné par Cranach. Voilà, allons-y. Et donc il va être lié à ça. Mais en même temps, d'un autre côté, Luca Ponti va rencontrer des élèves de Dürer qui, eux, ont été chassés de Nuremberg parce qu'ils ont pris le parti des paysans. Et donc, comme Dürer d'ailleurs, qui va faire ça. Et puis plus loin, Grunewald, dont on connaît le célèbre rétable qui est à Colmar maintenant, qui prendra aussi le parti des paysans et qui le paiera de sa vie et de son œuvre. Voilà. Donc il y a une histoire de la peinture, il y a une histoire du dessin, parce que un des enjeux aussi de la guerre des paysans va être de peindre une bannière. Or, tous les peintres s'y refusent parce qu'ils disent s'ils peignent la bannière et qu'on sait qu'ils ont peint la bannière, ils seront poursuivis et tués. Dans le roman, c'est finalement Luca Ponti qui va la faire parce que, étant italien, il peut éviter un certain nombre de choses. Donc, l'invention de la langue allemande et l'importance de la langue, premier point, l'invention, le développement de l'imprimerie et la diffusion des écrits, qui est un point très important, et puis l'opposition fondamentale entre d'un côté des princes et de l'autre côté des paysans, à tel point qu'on peut se dire que c'est une curiosité dans la mesure où c'est presque une définition simpliste de la lutte des classes. Les pauvres contre les riches, rien d'autre. Et les enjeux théologiques ne comptent pour rien. Seuls comptent les enjeux de pouvoir
et les enjeux financiers. Voilà, c'est toute cette histoire qui se raconte, et cette histoire qui est à la fois fondatrice de l'Allemagne, puisque rien ne bougera de Luther jusqu'à Bismarck, mais aussi de notre histoire, puisque ça nous a profondément travaillé, même sans le savoir. Et si on voit aujourd'hui, notamment, moi j'ai été très frappé au moment des manifestations des Gilets jaunes, que finalement se posait là aussi la même question que s'étaient posées les paysans. Parce que, encore une fois, j'insiste, Münzer était un prophète, c'était pas un chef de guerre, c'était pas un général, il ne voulait pas le pouvoir, il voulait finalement s'adresser directement à la divinité et que le monde change presque miraculeusement. Et donc, il n'y a pas eu d'organisation. Et évidemment, ils se sont fait massacrer. Et donc, c'est toute la question révolutionnaire par essence. Soit est-ce que l'on s'organise comme Lénine le préconise, et ça peut conduire au stalinisme, et ça a conduit au stalinisme, au maoïsme, à Pol Pot. Ça, c'est l'organisation. Ou comme Makhno, qui était à la tête de la plus grande armée anarchiste qu'il y ait jamais eu, on refuse l'organisation, on pense à une sorte de démocratie directe et on meurt. Donc, toutes les questions sont là. Et encore une fois, le roman est le meilleur lieu pour mettre ça sous les yeux des lectrices et des lecteurs. Parce que le roman, aujourd'hui, est réellement le seul lieu que l'on peut dire libre, où il y a une liberté d'expression. Vous voulez faire un livre de 500 pages, vous faites un livre de 500 pages, vous faites un livre de 200 pages, il n'y a aucun interdit. Il n'y a pas réellement, enfin je ne crois pas, je n'ai aucun exemple en tête où on ait censuré un livre, sauf pour des histoires, quand c'est des histoires, disons, avec des people et des machins comme ça, mais ça n'a rien à voir. Et donc, le roman, c'est comme un torrent. Le grand modèle, évidemment, le modèle indépassable, c'est Victor Hugo. Mais le roman, c'est comme un torrent qui charrie de l'histoire avec un grand H, mais aussi des histoires, du savoir, du pouvoir, enfin, toutes les rimes en war que vous pourrez trouver, parce que ça invente finalement une lectrice et un lecteur intelligent, puisque ce qui serait par ailleurs discuté sous une forme d'essai s'incarne. Et si ça s'incarne, vous, en tant que lectrice ou en tant que lecteur, vous pouvez l'empoigner, le prendre à bras-le-corps et le faire vôtre. Et c'est là que, à mon avis, le roman a une place absolument indépassable dans le temps que nous vivons. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu trop long. Vous avez parlé tout à l'heure de Luther et vous avez dit que vous diriez un mot de son problème, du rapport qu'il avait à la goinfrerie. Ah oui. Et au corps aussi. Ça m'intéresserait de savoir quel était son rapport au corps, au sien, et puis à celui des autres. Luther, dans ses propos de table, dans le roman, il explique ça à Luca Ponti, mais dans les propos de table, il expliquait ça à ses étudiants. Pourquoi Luther mange-t-il tellement et boit-il tellement ? Je ne veux choquer personne, mais Luther explique qu'il fallait beaucoup boire et beaucoup manger pour pouvoir beaucoup pisser et beaucoup chier. Et comme ça, il chiait dans son pantalon pour que le diable puisse y tremper son nez. C'est tel que. Et donc, il y avait ce rapport-là. Et j'ai un ami qui m'a envoyé un essai qui est paru je ne sais pas quand, où justement qui analysait tout ce domaine de la scatologie qui, paraît-il, était un registre très courant dans l'Allemagne du XVIe, XVIIe siècle. Enfin, il y a toute une tradition de ça. Et Luther est vraiment sans cesse dans ces questions-là, et il est toujours sur le mode scatologique quand il est face à ses adversaires, et son grand adversaire, c'est le diable. Mais je crois qu'il n'avait pour son corps, au fond, aucune considération,
Et et le corps des autres ne l'importait pas, parce que lorsqu'il fait ce discours terrible contre les paysans, il appelle les princes à les mutiler, à les éborgner, à les éventrer, à les découper, etc., etc. Donc il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Et il a un rapport à l'autre qui est impossible, dans la mesure où, étant convaincu d'être la parole et l'incarnation de Dieu sur la terre, nul ne peut être son égal d'aucune manière, et notamment et surtout pas les femmes. Et d'ailleurs, Luther résistera très longtemps à l'idée de se marier, parce que très vite, des prêtres comme Munzer, comme Karlstadt, comme Pfeiffer, etc., eux vont se marier, ils vont amener à vivre une vie normale. Luther résistera, il résistera aussi à prêcher en allemand, puis finalement il s'y mettra, il fera ça exactement comme les autres, et d'ailleurs ça modifiera totalement l'histoire. Alors c'est quoi la différence entre Calvin et Luther par rapport au protestantisme, puisqu'en fait on parle de ça, c'est la religion réformée, non ? Oui, non, il y a une grande différence entre Luther et Calvin, pour moi une différence essentielle, c'est que Luther a été un théologien, il a été un polémiste, il a été un conseil des princes, il a été un idéologue, mais il n'a jamais exercé directement le pouvoir. Au contraire de Calvin, qui, lorsqu'il était à Genève, réellement exerçait le pouvoir. C'est-à-dire qu'il avait défini un code vestimentaire, qu'il avait interdit, on se croirait en Afghanistan, il avait interdit la musique et le chant, tous les textes devaient être soumis à sa censure, parce que lui aussi était l'incarnation de Dieu, et il a fait brûler de très nombreux hérétiques à ses yeux. Donc c'est une grande différence, quoi. C'est une grande différence. Luther il a influencé, mais il n'a jamais exercé le pouvoir. Et il a été, lui, confronté au pouvoir. Il a été là aussi très courageux, parce qu'à un moment, il est convoqué par Charles Quint, il y va, il a pris la précaution d'avoir le soutien des princes allemands, et c'est moins une qu'ils finissent au bûcher, parce que les autres l'entourent et qu'on l'extrait, on le sauve de justesse, quoi. Parce que Charles Quint a dit, c'est pas celui-là qui fera de moi un hérétique, et il l'envoie au bûcher, sauf qu'il n'y a pas ça. Donc, moi, c'est ça que j'aime chez Luther en tant que personnage, c'est la complexité, l'ambiguïté, la difficulté du personnage. Il n'est pas d'une pièce. D'une certaine manière, Munzer était plus facile à approcher, parce qu'il lit dans les textes, et notamment dans Daniel, quelque chose qui lui paraît comme étant réellement ce qui doit advenir. Il les prend, c'est-à-dire au pied de la lettre. Passage avec le célèbre Pierre qui se détache sans main humaine et qui roule et qui vient et faire effondrer les statues d'or et d'argent. C'est pour lui la métaphore exacte de ce que doit faire le peuple pour se débarrasser des princes. Et pour lui, ça a une réalité autant que pour Luther, le diable a une réalité. Et d'ailleurs, je pense que c'est une grande différence entre les deux. C'est-à-dire que Luther a pour adversaire le diable, et comme interlocuteur permanent le diable. Munzer, au contraire, a pour interlocuteur et comme soutien Dieu. Et ça le perdra d'ailleurs. C'est ce qu'il perdra. Parce que, sans dévoiler, sans doute d'ailleurs vous connaissez l'histoire, au moment de la bataille finale à Frankenhausen, quand il y a les armées des princes qui sont des armées professionnelles, donc avec cavalerie, avec armure, avec épée, avec pique, avec tout ce qu'on veut, face aux paysans. Les paysans sont là avec des piques, avec des serpes, avec quelques-uns ont des épées, mais ils n'ont pas d'armure, ils n'ont pas de cavalerie, ils n'ont rien. Et là, il va se passer une chose incroyable. D'abord, il y a un terrible orage. Il pleut terriblement. Et personne ne bouge. Et puis, l'orage s'arrête et un arc-en-ciel apparaît dans le ciel. Munzer, qui est un prophète, se tourne vers ses troupes et dit « c'est l'alliance que Dieu veut avec nous ». Et il fait charger les paysans. 8000 morts. Ils se font mais tailler en pièces. Il y aura du côté des princes, il y aura je crois 3 blessés. Il y a 8000 morts à Frankenhausen et on pense que, puisqu'ils ont ensuite poursuivi dans toutes les villes alentours,
on pense qu'on arrive à 15, 18, peut-être 30 000 morts. Et on a massacré hommes, femmes, enfants, sans distinction. Il y a là aussi des témoignages terribles. Enfin, il y a des choses comme Radour, je ne sais plus où, j'ai lu ça. Il y a un moment, on enferme tous les habitants d'une ville dans l'église. On ferme tout et on fait tout brûler. C'était terrible. Ça a été un moment très, très puissant, très violent, très noir. Et ça aussi, c'est une chose je trouvais intéressante et importante. Et je me souviens justement dans nos conversations avec Rossellini, c'était de ce contraste entre l'Italie au sommet de la Renaissance, parce que c'est le moment où sont à la fois Raphaël, mais Michel-Ange, qui est considéré comme le plus grand de tous, mais aussi Léonard de Vinci, mais enfin tout ça. Et donc, quelque chose d'incroyablement brillant, extraordinaire. Et puis d'un autre côté, il y a l'Allemagne d'une noirceur absolue, d'une pauvreté terrible. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie dans la pauvreté, mais il y a dans les formes de la pauvreté en Allemagne quelque chose d'épouvantable. Enfin, la mortalité infantile est énorme, et puis les gens sont réduits au servage, et donc ils veulent se libérer du servage. Et pour se libérer du servage, il faut aussi se libérer de l'Église. Y a-t-il d'autres questions? Moi, c'est une question un petit peu dérivée, mais enfin néanmoins quand même en rapport avec ce que vous avez dit. Il y a un moment, vous avez expliqué que l'histoire, faite par les hommes, bien sûr, était structurée entre le besoin d'argent, de richesse et le pouvoir. Et vous avez illustré cette structuration en parlant avant Staline, pourtant Lénine. Je ne connais que lui, mais ça fait rien. Lénine. Donc Lénine, oui, bien sûr, mais j'avais complètement. Bon, bref, Lénine et puis Staline. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de lien. Hein. Il y a un lien historique, mais entre les idées, il n'y en a pas, je crois. Mais bref, c'est pas ça. Et puis ensuite, comme autre possibilité, vous avez dit, ben voilà, on arrive à l'anarchiste. Tiens, les noms, Makhno. Makhno, oui. Makhno, voilà. J'oublie les noms là. Bon, bref, qui a combattu avec les Rouges et après qui s'est fait tuer par les armées de Trotsky. Non, bref. non, il ne s'est pas fait tuer, il a échappé. Comment ? Makhno ne s'est pas fait tuer. Makhno est mort à Paris, dans le 20e arrondissement, à l'hôpital Tenon. Ah ben alors là, c'est une erreur de plus. Alors bon, mais il me semblait bien quand même. Enfin, ça fait rien. Bon, mais alors voilà, la question que je pose, vous voyez, c'est pas en rapport direct avec, mais quand vous donnez ces deux possibilités-là, Staline ou bien l'anarchisme, pour vous, il n'y a pas d'autre alternative pour changer justement ce monde que les deux personnages dont vous avez parlé souhaitent transformer le monde. Mais comme vous le présentez là, on a l'impression qu'on bute entre les deux hypothèses que vous avez parlé, les deux histoires que vous avez dites, oui. C'est-à-dire, je m'excuse, le stalinisme et puis l'anarchisme. L'anarchisme, voilà. Oui, non, mais historiquement, ce distinguo, à mon avis, malheureusement, se vérifie et que les exemples d'une voie différente sont peu nombreux. Un des exemples, c'est l'exemple du Chili d'Allende. Allende a tenté de trouver une voie qui soit une voie démocratique. D'abord, il a été élu démocratiquement. Ensuite, il a procédé à des nationalisations, à la gratuité de l'enseignement, etc. Il a essayé de trouver une voie qui ne soit ni celle d'un régime autoritaire, ni celle d'un abandon de l'État pour les personnes. Mais il y a peu d'exemples, il y a très peu d'exemples qui ne tournent pas comme ça, quoi, je veux dire. Hein ? Ah mais peut-être, bien sûr, mais vous savez, on en est toujours à la fameuse assertion de Marx de transformer le monde, et je crois qu'on a été beaucoup à penser ça et à se dire que oui, il faut transformer le monde, mais on lutte contre des forces qui sont des forces extrêmement puissantes et armées, et que, on a sans doute intérêt à faire du sport, parce que quand il faudra se battre, il faudra y aller vraiment. Peut-être se quitter, heureux d'avoir entendu cette parole.
Attendez, juste quand même que je dise une chose. Après le Frankenhausen, après le massacre des paysans, etc., Münzer tente d'échapper, il sera dénoncé, il se fera arrêter, il se fera horriblement torturer, et c'est sous la torture qu'il aurait dit cette phrase « Omnia sunt communia », toutes choses sont communes. Et dans cette « toutes choses sont communes », c'est là que Engels voyait le premier pas vers le communisme. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'aujourd'hui, dans des manifestations, on voit des groupes manifester sous cette banderole-là, Omnia sunt communia. Et je suis allé en Italie, à Venise, il y a 3 ans. Nous arrivons à l'endroit où on devait être logé, et à ma stupéfaction, sur le mur était écrit Omnia sunt communia. C'est que d'un seul coup, je me suis mis à croire au signe. Merci Gérard Mordia. Merci.